Salut, je m'appelle Fabien, j'ai 35 ans et donc je suis designer en permaculture. Je viens de l'informatique au départ et je suis aussi facilitateur en gouvernance partagée. Et bien à un moment, je me suis rendu compte que je regardais un peu trop par la fenêtre derrière mon ordinateur. Et là, je me suis dit, bon, il est temps de sortir. Et du coup, je me suis intéressé à des mouvements écologistes, écologiques. Donc sans forcément avoir une idéologie derrière et surtout comment réaliser des espaces autonomes de manière très pratique en fait. Alors l'écologie ou le mouvement écologiste, je trouvais que ça allait à la fois trop loin dans le besoin de revendication et de convaincre et à la fois pas assez loin dans le sens où si on prend les choses comme un système, on est vite limité par le fait que faire du vélo ou faire du compostage, c'est pas suffisant. On va parler de fonctionnement énergétique en cycle, on va parler de se nourrir soi-même, on va parler de conservation. Et donc j'ai vraiment voulu intégrer toutes les choses ensemble pour qu'elles aient une cohérence qui soit autoportante et qui me semblait plus parlante. Puis dès qu'on met un doigt dans l'engrenage, en fait, y a tout le reste qui va avec. En fait, en découvrant la permaculture et en approfondissant beaucoup, je me suis rendu compte que c'était quelque chose avec lequel je pouvais découvrir tous les jours pour le restant de ma vie. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé parce que c'est sans fin et à la fois on peut tout de suite commencer avec des choses petites quelque part. Donc il y a un début et il n'y a pas de fin. Et c'est très marrant. En fait, la permaculture, c'est une approche holistique et elle est basée aussi sur une philosophie. Donc ça permet de regarder le monde autrement, tout en restant bien ancré, bien concret et présent envers le moment, enfin, envers le quotidien. Et moi, c'est cette façon de se mettre en action sans pour autant courir dans tous les sens en ayant envie de faire. Non, il y a d'abord une observation, une réflexion qui se met sur pied. Et bien ça m'a intéressé parce que je trouvais ça beaucoup plus pertinent et finalement plus durable sur le long terme. Alors, concilier le côté plus philosophique et le côté très terrien d'une approche comme la permaculture, c'est très simple parce qu'en fait on a aussi bien besoin de se nourrir que d'observer les étoiles. Et tout est, tout est relié en quelque sorte. Et du coup ça débloque aussi la façon de penser en boîte, de manière séparée, et en prenant les choses dans leur ensemble, ça offre la possibilité d'être beaucoup plus à l'écoute et en relation avec l'environnement en tant que tel. Et l'environnement en tant que tel, ça veut dire aussi nous-mêmes, puisque nous sommes partie de l'environnement et l'environnement fait partie de nous. Est-ce que ça s'apprend ou est-ce qu'on a des prédispositions? Eh bien, je pense qu'il y a un peu des deux. Euh, je crois qu'on est un peu handicapé de la perception et un peu mal à l'aise avec l'observation. Et dans l'observation, on interprète souvent ce qu'on a envie d'y voir. Euh, Évidemment, on interprétera toujours, mais du coup, ici, le challenge, c'est de se mettre dans une position d'acteur-observateur et d'observateur-acteur, d'aller tout le temps dans un sens et dans l'autre, et en fait d'interagir, de se mettre en relation, de regarder ce qui se passe et de poser des actions qui sont des actions plus de facilitation en fait, de facilitation même de son environnement proche. Maintenant, oui, ça s'apprend en particulier en faisant un pas de recul. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais ça veut dire que on peut en tout cas se laisser parfois un peu plus de temps au temps, en faisant ça et en faisant des liens avec ce qu'on observe et ce qu'on a envie d'y voir, quels sont nos besoins, eh bien on parvient à trouver une adéquation qui est productive en fait, qui est productive et source de sens et source de bonheur. Se positionner en facilitateur avec la nature,
c'est agir et non agir. C'est ne pas avoir une approche qui est en permanence interventionniste et ne pas imposer sa vision. Je pense qu'il y a une adéquation, il y a un dialogue qui est possible avec ce qu'on observe et avec ce qu'on fait. Et parfois, il faut prendre le temps de se poser les bonnes questions et de mettre les éléments en relation les uns avec les autres. Dans un jardin, où est-ce que je vais mettre le potager, où est-ce que je vais mettre le verger, est-ce que les deux peuvent être rapprochés, et quels vont être mes facteurs microclimatiques, mes facteurs macroclimatiques, régionaux, quel est mon type de sol et est-ce que je relie mon potager au sud de la maison, plutôt au sud-est, sud-ouest, ça dépend aussi de la situation. Et des fois, en fait, même moi, enfin, en particulier, je suis surpris en tant que designer de voir qu'il y a des décisions que je prends qui n'étaient pas évidentes dès le départ par rapport à l'emplacement de certaines installations. Mais il y a un moment, ça fait sens. Il y a un moment où je sais que derrière la maison, eh bien, en fait, c'est ensoleillé sauf 2 mois par an à cause de l'ombre portée, donc au nord de la maison. Mais par contre, que si je mets des plantes qui sont suffisamment hautes, avec un portant qui est plutôt élevé, eh bien, en fait, elles vont capter la lumière assez rapidement, même en début de saison. Et donc, je peux mettre le potager à l'avant, qui est plus au sud, en faisant aussi attention qu'il ne s'assèche pas trop, puisque les vents dominants vont venir de ce côté-là. Et donc, je dois tout le temps faire une espèce de mayonnaise et bien sûr faire des concessions, mais les concessions et les actions sont toujours bien réfléchies. Ça ne veut pas dire qu'on se masturbe le cerveau pour le plaisir. Il y a vraiment quelque chose de très naturel et de facile en fait quelque part. Je crois que le plus difficile dans l'approche et dans ce qu'il faut peut-être réapprendre, et ça ne s'apprend pas forcément dans les bouquins, c'est plutôt dans la pratique, c'est le côté d'être à la fois dans les chiffres, un peu plus cartésien, un peu plus calculateur. Voilà, combien je veux, qu'est-ce que j'ai besoin comme consommation pour pouvoir nourrir ma famille, qu'est-ce que j'ai comme superficie pour faire telle ou telle installation. Et le côté complètement intuitif qui va ressentir, qui va laisser aller les choses et qui va se laisser en fait inspirer. À un moment, il y a tous les facteurs qu'on a observés pour un système et qui sont en lien avec la personne et avec l'habitat qui tombent sous le sens en fait. À un moment, ça marche. Mais il faut parfois placer les éléments et faire des essais et voir que ça ne marche pas. Mais là, je parle du travail sur le plan, sur le préliminaire, sur l'étude en fait, sur l'analyse. Alors, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu plus sérieusement à la permaculture, d'abord j'ai tout compris et j'ai rien compris. J'ai compris que c'était un système qui était génial, qui avait des potentialités énormes et même infinies. Voilà, il y avait du boulot. Et à la fois, c'était très léger et je me suis un peu senti sur ma faim. Et donc j'ai commencé je me suis dit, bon, il faut que j'aille voir ailleurs, en particulier en Belgique où il y avait rien à cette époque-là. Enfin, il n'y avait rien, en tout cas, ce n'était pas étiqueté permaculture, il fallait chercher. Et puis, ça ne reprenait pas forcément le cadre qui avait été dicté par la philosophie. Quand je dis dicté, ça veut dire que c'est une philosophie, c'est une éthique qui est assez souple et qui permet de se sentir centré sans être sectaire. Bon, ce qui n'empêche pas certains permaculteurs d'être un peu plus sectaires que d'autres, mais voilà. Donc j'ai pris mon baluchon et je suis parti au Portugal, j'ai accompagné des formations, je suis parti aux États-Unis, j'ai visité plein de projets en agriculture urbaine, j'ai visité des projets commerciaux, des projets non commerciaux, des projets ONG, j'ai travaillé aussi en reforestation, en particulier en Haïti, dans des milieux ruraux assez éloignés. Et donc j'ai vécu dans des communautés qui se trouvaient là-bas et donc avec les systèmes communautaires. De ça m'a beaucoup inspiré. J'ai aussi rencontré des permaculteurs, des vieux de la vieille qui font ça depuis une quarantaine d'années. Et donc j'ai eu de la chance de leur parler, de les interviewer aussi.
Et ça m'a fait un déclic quand je les ai vus. Je me suis dit, bah oui, c'est possible de faire ça, de faire des designs, de manger de son potager, d'en vivre, de faire les choses jolies et d'être à la fois pragmatique, entrepreneurial et bien dans ses pompes, quoi. Alors appeler un designer en permaculture, ça sert quand on a un jardin et qu'on veut en faire quelque chose de plus productif, mais pas forcément uniquement que du potager. Ça peut être aussi des aromatiques, ça peut être des petits fruits, ça peut être des fruits, ça peut être... euh, enfin voilà, c'est tout un tas de choses. On peut même cultiver dans l'eau. Ça peut être quand on a un plus grand jardin et quand on veut aussi transformer sa maison vers un modèle complètement autonomique et complètement résilient. Donc on peut utiliser en fait, par exemple si on utilise la topographie, qu'est-ce qui se passe quand on a une pente? Eh ben, en fait on a de la gravité. Hein, quand on a 2 mètres ou 3 mètres ou parfois 50 mètres, ça dépend des échelles de pente, en fait, l'eau coule, donc si on parle de système eau, et l'eau coule par gravité. Donc si je peux capter de l'eau et si j'ai la possibilité de le faire en haut du terrain, en fait je peux la stocker, la faire circuler partout, mais aussi stocker et utiliser de l'énergie qui va me servir plus tard. Si j'y crée des bassins, je vais pouvoir libérer cette eau qui peut éventuellement être positionnée sur une microturbine et qui va me générer de l'électricité. Mais pourquoi? Parce qu'elle va descendre tout simplement. Et donc c'est assez facile. On peut aussi remonter de l'eau via des systèmes de pompes qui sont basses ou sans énergie. Ah, voilà, il y a plein de systèmes très différents. Et donc pour rendre sa maison autonome, on peut aussi utiliser l'environnement. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus se mettre complètement hors système électrique, mais pour ça, il y a des solutions un peu plus en construction pour l'instant qui sont assez prometteuses. Et enfin, ça peut être simplement la création de micro-fermes, puisque ce qui fait la force de la permaculture, c'est le design, c'est la méthodologie qui va permettre d'agencer les choses de manière à ce que ça permette une réduction d'énergie, une production augmentée et une régénération de l'écosystème. Parce qu'aujourd'hui, on ne doit plus faire qu'habiter l'environnement de manière durable, il est un peu temps de le régénérer parce qu'on l'a suffisamment dégradé. Et donc ça s'applique à toute une série d'échelles. Ça s'applique à de la productivité de micro-fermes, ça s'applique à de l'habitat autonome dans un environnement de préférence avec un jardin, mais ce n'est pas obligatoire non plus, on peut en faire sur son balcon. Et ça s'applique à des petits jardins urbains, c'est toutes des choses pour lesquelles j'ai déjà été appelé et ça marche très très bien. D'expérience, ça marche vraiment bien. Alors, la permaculture va parler de différents domaines et elle va aussi prendre en compte en particulier tous les aspects humains. Parce que s'occuper de son jardin c'est bien, mais s'engueuler avec son voisin, si on s'occupe de son jardin puis finir par se lancer des pierres par-dessus la haie, ça marche pas bien non plus. Et donc la synergie entre les humains et les groupes humains est fondamentale pour arriver et pour parvenir à créer des écosystèmes qui fonctionnent. Les humains fonctionnent aussi par écosystème, ont un fonctionnement social. Et on a aussi, à ce niveau-là, on est un petit peu en retard, on a oublié plein de techniques qui existent, notamment chez les peuples premiers. Ça peut être les Kogis, ça peut être les aborigènes en Australie. Et ça passe aussi bien par l'expression de ses émotions, la réception et la compréhension des émotions de l'autre, la dynamique de groupe, mais aussi savoir être avec soi-même, connaître ses propres besoins, les communiquer, les mettre en avant, les nourrir, connaître ses limites, les limites des autres et fonctionner en groupe de manière efficace. Et donc c'est pour ça que je me suis intéressé à la gouvernance, c'est parce que je me suis dit que la Terre n'allait pas sans les hommes, en tout cas dans la permaculture, puisque on n'est pas des fourmis, donc on va bien parler des humains. Et c'était même une condition indispensable pour la réussite des projets. Alors il y a différentes formes de modèles d'organisation de groupe qui s'appliquent à des entreprises, à des groupes intentionnels, des associations de fait, des associations tout court, enfin n'importe quel type de groupe qui soit à vocation commerciale, à vocation d'action, à vocation de réflexion. Et, euh, et voilà, aujourd'hui ça fourmille un petit peu dans ce domaine-là et c'est très intéressant. Il y a la démocratie profonde, il y a la sociocratie,
il y a l'holacratie. Et moi, je me suis intéressé en particulier à l'holacratie, que j'ai été étudier aux États-Unis, parce que c'est un système qui me semble assez complexe, qui peut être parfois un frein, mais qui promet aussi la possibilité que chacun puisse euh, euh, co-gérer l'entreprise et révéler en fait qu'est-ce qui se passe en réalité dans cette entreprise. Quels sont les rôles qui y voient le jour, quelles sont les politiques d'ordre général, quelles sont les limitations qu'il faut mettre sur certaines actions et quelles sont toutes les actions, les activités, les responsabilités qui sont à mettre sur chaque rôle. Et l'holacratie a aussi l'intelligence et le défi aussi, parce que ce n'est pas évident à aborder dans les groupes, dans les sociétés en général, d'effectuer un débrayage, donc un découplage en fait, entre les humains qui participent à un collectif et la fonction du collectif en lui-même. Donc le collectif, l'entreprise, l'organisation est considérée comme un écosystème en tant que tel et il a une raison d'être. Et les humains qui le composent le nourrissent et cette organisation nourrit en retour les humains. Et donc on va pas tant s'occuper des besoins humains, bien sûr ils sont importants, il faut à un moment créer de l'espace pour qu'ils puissent s'exprimer, mais on va s'occuper de quoi l'organisation a besoin pour valoriser sa raison d'être. C'est quoi la raison d'être d'une organisation? C'est qu'est-ce qu'elle vient faire ici, à quoi elle sert, pourquoi est-ce qu'elle est née, quelles sont ses missions en fait. Les résistances à des types de gouvernance alternatifs sont multiples en fait. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas s'impliquer dans une construction collective. Ils sont très bien à faire ce qu'ils font comme ils font et à recevoir des ordres dans une organisation de type pyramidal en fait. Il y en a d'autres qui adorent court-circuiter les processus et tout manipuler, que ce soit juste pour le jeu ou que ce soit à leur avantage. Il y en a d'autres pour qui c'est trop complexe, c'est trop lourd. Il y en a encore qui ont du mal à lâcher prise. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à double tranchant parce que le lâcher-prise vient aussi avec une forme de contrôle. Le fait de pouvoir participer à quelque chose de construit collectivement, ça demande aussi une très grande rigueur. Ça demande une rigueur d'avoir une redevabilité de production de données pour le mettre dans le groupe, pour le mettre aux autres. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Quels sont mes indicateurs de performance, de bien-être? Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses et donc de venir avec du contenu pour créer le collectif. Donc ça ne se passe pas, c'est pas comme si ça allait se faire tout seul, ça demande du travail, ça demande aussi de se déshabituer de plein de réflexes qu'on a acquis. Maintenant c'est très prometteur et quand ça marche dans un groupe, c'est vraiment très beau à voir. C'est le fait que moi j'ai un caractère très, très autonome, très indépendant, mais aussi très entrepreneur. Et à la fois j'adore fonctionner avec des personnes. Et donc pour caricaturer, soit on a le modèle indépendant, auto-entrepreneur, qui en fait est assez isolé et qui finalement reste très dépendant qu'on lui fournisse du travail ou qu'il trouve du travail, des missions, de ses horaires aussi. Il a parfois des horaires très difficile de tout ce qui est taxation, la gestion de son business. Et le modèle plutôt type contractuel, employé, ouvrier ou d'autres, où là en fait on est régi, enfin on est soumis à une régence qui est c'est difficile de faire bouger les choses, c'est difficile, ça prend du temps et donc en fait il y a une forme de dictature de la majorité ou une dictature du management et c'est pas pour ça que le management où les managers ont le mauvais rôle. Ils sont en fait entre le marteau et l'enclume. Ils doivent rendre des comptes en haut et transmettre en bas et puis faire circuler l'information. Donc c'est un rôle qui est difficile. On est un peu entre les deux. C'est un rôle on tient l'élastique, quoi. Et donc, fort de cela, je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait bien fonctionner? Parce que voilà, j'étais indépendant, j'étais employé, j'ai été presque fonctionnaire. J'ai brossé un petit peu tous les tableaux. J'ai été manager aussi. Et je trouve que c'est pas juste. Il n'y a rien qui est juste là-dedans. Euh, Comme je l'ai dit, il y en a qui préfèrent ce modèle-là, ok, mais en fait, il y en a plein qui n'aiment pas ce modèle-là. Qui s'y soumettent, par exemple, dans le modèle employé, soit parce qu'ils ont envie et besoin d'avoir une vie plus confortable, ils ont un besoin financier plus important, ils ont besoin de tranquillité. Mais du coup, ça implique
de prendre un peu sur soi, même pas qu'un peu, et enfin si on a un caractère de faire avancer les choses et d'avoir des chouettes idées. Et donc ça peut être frustrant. Et de l'autre côté, bon, on fait un peu ce qu'on veut, et finalement on fait absolument pas ce qu'on veut, parce que la réalité des choses et du marché sont difficiles, en particulier maintenant. Bon alors avoir un caractère entrepreneur, bon, ça demande de pouvoir rebondir de toute façon très fréquemment, et ça demande de pouvoir être alerte et attentif à ce qui nous entoure, parce qu'on est obligé de s'adapter, sinon si on ne s'adapte pas, finalement on est le nez sous l'eau, quoi. Et bon, bah, d'abord je pense que c'est aussi une question de caractère. Moi je n'ai pas besoin de forcément toujours aller rechercher la petite bête. Même si je suis parfois un peu pointilleux, mais j'aime bien optimiser les choses. J'aime bien faire en sorte d'améliorer par à-coup, petit à petit, de nouveau cette idée de facilitation pour permettre à des méthodologies, à des systèmes, à des offres entrepreneuriales, des offres de services, d'être toujours plus adaptées. Et, et pour ça, on est obligé d'être créatif quelque part. Donc rien que par le profil d'entrepreneur, il y a un côté de remise en question et d'évolution qui est permanent. Ça ne veut pas dire qu'il faut en permanence tout recommencer. Et par contre, il faut pouvoir s'adapter. Et en particulier pour tout ce qui est méthodologie de permaculture, notamment de design, ça a demandé pas mal de développement qui a été fait, que j'ai fait un peu plus de mon côté. Donc, rien que le fait de développer une méthodologie de design qui soit efficace et pertinente, déjà ça prend un peu de temps parce que comme les arbres ça prend du temps pour pousser, il faut avoir du résultat pour vérifier. Je pense que sortir de la boîte c'est une démarche qui n'est pas forcément facile dès le départ. Mais en même temps, une fois qu'on a commencé, c'est difficile de s'arrêter. Et on a envie d'aller plus loin. Et puis il faut pouvoir avoir la patience de faire petit pas après petit pas. Savoir prendre les résultats, les petits résultats qu'on a comme autant de victoires. Et savoir aussi qu'on aura 90-95% d'échecs avant d'arriver à quelque chose qui nous satisfasse suffisamment. Donc il faut pouvoir avoir, je dirais pas la carapace solide parce que se carapacer finalement c'est se fermer, mais pouvoir acquérir une grande souplesse. Et cette souplesse doit être accompagnée d'une forme de fermeté, de savoir tracer sa ligne et vers où on va. Donc pour démarrer une reconversion, pour se lancer là-dedans, je pense que c'est vraiment aussi utile de ne pas hésiter à aller rechercher des informations sur soi-même, dans des ateliers ou peut-être des personnes qui peuvent accompagner ou des coachs. Ce n'est pas indispensable, mais ça peut aider, ça peut faciliter pour aller plus vite. Et ça permet de gagner du temps, quelque part. Alors chez moi, j'ai évidemment créé un design de permaculture qui fonctionne très bien, qui est aussi, je trouve, très beau. Bon, ça dépend des goûts et des couleurs, mais en général, il marque assez bien les esprits. Et qui est divisé en trois zones de travail qui sont tout autour de la maison. Une zone nord, une zone sud et une zone ouest. Et nous vivons, parce que je ne vis pas tout seul, nous vivons en autonomie alimentaire assez avancée. Donc on a des fruits, on a des légumes. On se nourrit aussi de ce qui nous entoure hors du jardin. Ça peut être des mûres, du sureau, des noix, des poires, parce qu'il y a beaucoup de poires dans la région. Il y a beaucoup d'arbres qui produisent et qui ne sont pas récoltés. Et alors, on conserve beaucoup aussi les aliments. On transforme les choses, on fait en sorte de pouvoir se nourrir, bon, peut-être pas encore tout l'hiver, mais la plus grande partie de l'hiver en autonomie. On ne s'éclaire pourtant pas à la bougie et voilà, on se chauffe au bois, on essaie de recycler un maximum. On a dû abattre quelques arbres sur le terrain pour faire place au design et en replanter d'autres d'une manière un peu plus organisée. Ben voilà, il n'y a pas un gramme de ces arbres qui est sorti du terrain. On a tout revalorisé en haies de branchage, en broyat pour les cultures ou pour les chemins, en bûches, en bio pour s'asseoir, et on fonctionne tout le temps comme ça.
Et le jardin est organisé de telle manière à ce qu'on ne perde pas d'énergie. Donc chaque fois qu'on va quelque part, c'est un chemin qui est logique, qui est aussi qui circule à partir de la maison et qui est limité et ouvert par des barrières qui ont des tailles différentes, qui peuvent s'ouvrir et se fermer, faire passer différents types de personnes ou de machines. Donc on n'est jamais coincé. Donc on a un environnement qui est cloisonné de partout et qui en fait s'agrandit puisque ça crée plein de petites zones, plein de petites surprises et c'est plein de promenades en fait et des points de vue très intéressants. Voilà, donc évidemment on essaie de se déplacer un maximum en vélo, mais on a quand même des voitures. On n'est pas complètement à la marge, il faut pouvoir, on est en transition en fait. Bon, on est assez bien avancé dans la transition, mais je pense que peu importe le stade où on en est dans la transition, qu'on y soit tout au début ou qu'on y soit très loin, on peut vite trouver qu'on n'en fait jamais assez. Moi je pense que c'est très important il est urgent de reprendre son temps. Et finalement on avance. On n'avance pas assez vite à son goût, mais on avance. Et ça nous permet d'être aussi beaucoup plus alignés avec nous-mêmes. Et donc de perdre moins de temps dans notre petit cerveau et d'être productif directement sur site ou dans notre travail ou simplement dans les tâches ménagères.